Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Nous sommes le 3 janvier 2025 et j'aimerais vous souhaiter une excellente nouvelle année, pleine de bonnes choses, de santé, de prospérité, de bonheur, de nouvelles connaissances, d'inspiration et ainsi de suite. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes prévisions pour cette nouvelle année. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que j'ai déjà fait des prévisions dans le cadre d'une vidéo en même temps avec deux autres astrologues sidéralistes et notamment Valérie Lagriffoul et Patrice Bourriche. Nous avons invité par Marie Montbrun sur sa chaîne Vivre en amour avec la vie et vous pouvez voir l'enregistrement de cette vidéo dans une de mes playlists qui s'appelle Vidéo avec Marie Montbrun. Dans cette playlist, vous trouverez également les vidéos qui étaient prises avec d'autres astrologues sidéralistes au sujet du zodiaque sidéral. Donc c'est une belle surprise que nous avons tous préparée pour vous ensemble. Voilà, maintenant, personnellement, je commence cette nouvelle année avec un son pourri, comme vous pouvez le remarquer. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin mon nouveau studio, un petit bureau où j'espère pouvoir enfin me poser avec plusieurs pérégrinations, déménagements et travaux et différents problèmes que j'ai pu rencontrer l'année dernière. Espérons que là c'est bon et que je pourrai travailler tranquillement pour vous donner plus de contenu. D'autant plus que cette année, je démarre également les formations en astrologie sidérale que vous pourriez utiliser dans n'importe quel système astrologique que vous choisissez. La formation commence au mois de février, début février. Vous pouvez me contacter si vous avez envie d'apprendre. Ce sont des formations qui ont pour objectif de vous donner la base pour l'interprétation de la carte de l'horoscope personnel et ceci avec les notions du zodiaque sidéral, avec l'étude des constellations, mais également de plein de notions de l'astrologie antique, hellénistique, mais aussi babylonienne, qui sont complètement oubliées à tort et ne sont plus utilisées dans l'astrologie moderne, alors qu'ils sont d'une valeur absolument précieuse pour l'interprétation. Donc, je vous invite pour ces formations, autant des personnes qui sont complètement débutantes que des astrologues confirmés, puisque je vous assure, même pour les astrologues confirmés, il y aura beaucoup de choses à apprendre. Donc, vous trouverez mon adresse, mon mail dans la description de cette vidéo. Voilà, donc passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus. Que va nous apporter l'année 2025? C'est une année très puissante. Elle est puissante pour plusieurs raisons. Premièrement, tout le monde voit et comprend que le monde est en pleine transition, en plein changement et que des changements majeurs sont en train de prendre place. Nous allons voir ensemble comment ces changements sont traduits de manière astrologique. Il y a des influences astrologiques majeures qui se produisent en même temps que les 4 moments clés de l'année énergétique, qui sont les solstices et les équinoxes solaires de l'année. À commencer, bien sûr, avec l'équinoxe du printemps. Dès ce printemps, l'ambiance dans laquelle nous vivons, les thèmes qui nous préoccupent, autant collectivement qu'individuellement, vont changer, puisque nous allons
expérimenter progressivement plusieurs changements dans les positions des planètes lourdes. Je veux dire de Jupiter et de Saturne. Je ne parle pas des planètes qui sont au-delà de Saturne, qui ont déjà changé de signe. Ces planètes ne vont pas faire des changements de signe durant cette année. Par contre, Jupiter et Saturne, eux, vont changer de signe. Et cela va déjà donner des ambiances et des thèmes très différents qui vont se développer au niveau collectif, mais également pour chacun de nous. Puisque, en changeant de signe, ces planètes vont mettre l'accent sur des thèmes différents de notre vie. Donc, attendez-vous à ce que les priorités changent, en fait, pour vous, que toute l'ambiance change. Nous avons tous vécu pendant 5 ans, pendant les 5 dernières années, dans une ambiance qui était lourdement marquée par la planète Saturne, puisque Saturne, dans le zodiaque sidéral, a traversé en premier lieu le Capricorne pendant 2 ans et demi, et maintenant le Verseau pendant encore 2 ans et demi. Nous sommes en ce moment dans la dernière phase de passage de Saturne dans le Verseau, donc il va bientôt sortir de ce signe. Donc pendant les 5 dernières années, notre vie était pas mal dominée par Saturne, puisque Saturne était à trône. Saturne était extrêmement puissant. Et donc, tout ce qu'il représente dans la vie en général, en tant que significateur général, était très présent, à savoir toutes sortes de nouvelles constructions, par exemple, constructions ou travaux, ou alors des lourdes responsabilités, des projets qui étaient à très long terme, ou alors un changement d'orientation professionnelle pour beaucoup parmi nous qui était dû aux conséquences de la crise de Covid. Donc cette recherche d'une nouvelle voie, d'une authenticité, cette traversée du désert pour certains, va s'achever et de nouveaux défis vont apparaître pour chacun parmi nous. Et en effet, Saturne va entrer ce printemps, il va entrer dans le signe sidéral des Poissons, où il aura une toute autre signification. Premièrement, il va diminuer de sa puissance, il sera un peu moins efficace dans son côté constructif. Et donc, pour tous les projets qui demandent vraiment de la construction, y compris les maisons, les travaux, des choses qui sont en lien vraiment à la mise en forme dans la matière, des travaux lourds, tout cela sera un peu moins favorisé. Saturne dans les Poissons va avoir d'autres atouts et d'autres problématiques. Je vais vous les énumérer tout à l'heure. Je vais vous dire beaucoup de choses sur la signification de Saturne dans les Poissons. Mais avant de le faire, j'aimerais vous donner un petit cadre général. Parce que pas seulement Saturne, mais aussi Jupiter va changer de signe. Jupiter, lui, il va passer dans le signe sidéral des Gémeaux. Je crois que ça se passe à la fin du mois de juin. Je vous donne les détails de suite. Je vous donne les dates de suite. Cette année 2025 va nous proposer
des changements très rapidement. Nous serons mis dans le bain, dans un nouveau bain. Nous allons nager dans de nouvelles eaux très rapidement, dès ce printemps. Puisque, en fait, en même temps que l'équinoxe du printemps et le jour du premier Nissan, il y aura des influences astrologiques qui sont très puissantes. Avec l'arrivée du printemps, progressivement, Saturne et Jupiter, qui sont deux planètes assez lentes, vont se diriger vers leur changement de signe. Notamment, Saturne va passer dans le signe sidéral des Poissons le 6 avril. Et Jupiter va passer dans le signe sidéral des Gémeaux le 19 mai. Avant que cela arrive, en fait, il y a plusieurs autres influences qui vont se produire. Je vais vous dire le détail de suite. Mais disons que rien que le changement par signe de ces deux planètes va nous mettre dans une ambiance complètement différente. Ceci est très valable pour Saturne, puisque dans les 5 dernières années, Saturne a gouverné son propre et se trouvait dans son propre signe, dans un des deux signes qu'il gouverne, à savoir le Capricorne et le Verseau. En 2020, Saturne est entré dans le signe sidéral du Capricorne et depuis, il est à trône, il est extrêmement puissant. Pour le meilleur ou pour le pire, puisque autant pour certaines activités, il aurait pu vraiment donner beaucoup d'esprit constructif, d'endurance, de réponse aux responsabilités lourdes des fois qui pouvaient nous solliciter. Autant pour certaines autres personnes, il pouvait présenter de grands défis de santé ou d'impossibilité d'avancer dans la direction qu'ils avaient choisie, des changements qui étaient dus aussi à la crise Covid, etc. Beaucoup de personnes ont changé de voie, de partenaire, etc., suite à ces événements collectifs que nous avons vécus. Et Saturne était très puissant, pour le meilleur ou pour le pire. Maintenant, Saturne va changer de signe. Et donc, il sera, il sera à la fois moins puissant, mais il sera moins constructif. Nous allons passer dans une phase, de déstructuration. Voilà. Pour résumer, c'est une année de déstructuration, puisque Saturne va non seulement changer de signe, entrer dans les Poissons, mais en plus, dès son entrée dans ce signe, il va former une conjonction avec la planète Neptune. C'est une conjonction qui a lieu toutes les 36 ans à peu près, tous les 36 ans à peu près, et qui, en combinaison avec d'autres facteurs astrologiques, peut contribuer à une déstructuration et une restructuration. Mais disons que la restructuration vient toujours après une période de déstructuration. Ceci sera d'autant plus puissant qu'en fait, Neptune, qui participe à la conjonction avec Saturne cette année, Neptune est dans les Poissons lui aussi, et donc c'est un signe qu'il gouverne dans l'astrologie moderne. Parmi les il a la maîtrise du signe des Poissons en astrologie moderne que nous pouvons rajouter aux maîtrises traditionnelles que j'utilise d'habitude dans mes vidéos et auxquelles vous êtes sans doute habitués. Donc, vous voyez, je pourrais dire que c'est parmi les mots-clés de l'année. Une déstructuration, peut-être une désillusion, c'est un autre mot-clé,
une nécessité d'adaptation à une certaine forme de vie plus spirituelle, mais qui ne vient pas automatiquement. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des efforts. Je vais y arriver en détail. Je voulais juste, pour commencer, vous dire que c'est parmi les accents de cette année. Déstructuration, désillusion, travail spirituel. Une autre influence qui nous attend, c'est le changement de signe aussi de Jupiter. Jupiter qui va entrer dans le signe des Gémeaux et en astrologie sidérale et selon les règles qui nous ont été données depuis l'Antiquité, en fait, nous devrions également dire que Jupiter sera exalté dans le signe des Gémeaux. Je sais que cela va choquer certains qui travaillent avec les règles modernes et puis héritées de l'astrologie tropicale, mais je l'expliquerai une autre fois. Oui, Jupiter est exalté dans les Gémeaux, dans le système sidéral, tout simplement, puisque le solstice d'été se trouve dans les Gémeaux et que Jupiter est censé briller à cet endroit-là de manière très puissante. Donc, toutes les personnes qui ont un Jupiter dans le signe du Gémeaux sidéral vont avoir une année assez puissante, avec beaucoup d'avantages, avec beaucoup de chance, de prospérité, etc. Donc, Jupiter devient fort. Et en fait, ce qui se produit, c'est que nous avions jusqu'à présent un Saturne qui était fort et un Jupiter qui était faible en 2024. Donc, quelque part, les blocages, les problèmes dominaient sur la chance et les bénédictions de Jupiter. Maintenant, les choses vont commencer à changer. Disons que Saturne perd de sa force et Jupiter, lui, par contre, gagne en force. Et je vais vous montrer dans la deuxième partie de la vidéo comment cela va se faire dans le temps. À quel moment, en fait, ces planètes vont vraiment prendre de l'ampleur. Autre chose par rapport à ces deux planètes, c'est que ces deux planètes, en fait, ont été en conjonction en 2020 et ont commencé un nouveau cycle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2020, on parlait vraiment d'un grand début de nouveau cycle, puisque Jupiter et Saturne étaient conjoints dans le début du Capricorne, mais avec eux, il y avait aussi Pluton à ce moment-là. Et une très grande transformation de la vie sociale, politique a commencé. Donc, ce grand changement que nous avons, le début de ce grand changement que nous avons tous vécu en 2020, est passé en 2024 par une première phase de test. Puisque Jupiter étant plus rapide que Saturne, il s'est éloigné de lui pour former au bout d'un moment un carré avec lui, avec Saturne. Et quand ces deux planètes sont en carré croissant, une première crise arrive, une première crise pendant laquelle les choses passent ou cassent, où il faut vraiment persévérer pour, préserver l'impulsion qui avait été donnée en 2020. Et puis, abandonner certains aspects de cette impulsion qui n'étaient pas réalisables, qui n'étaient pas viables dans la vie réelle. Le carré entre ces deux planètes peut représenter aussi une obligation de travail assez lourd, de beaucoup d'efforts qui doivent être faits pour réorganiser sa vie en laissant
quelques plumes par-ci et par-là. Voilà pour résumer. Donc, vous savez pour vous-même qu'est-ce qui a commencé à changer en 2020. Vous pouvez vous dire que oui, en 2024, cette chose qui a commencé, cette nouvelle impulsion à traverser une première crise et que cette crise, en fait, elle va maintenant arriver à son dernier stade pendant l'été. Je vais vous dire exactement quand. Donc, à la mi-juin, cette année, va se former le dernier carré exact entre Jupiter et Saturne. Et à partir de mi-juin, les deux planètes vont commencer à s'éloigner l'une par rapport à l'autre pour commencer à former un trigone un peu plus tard, l'année prochaine et l'année d'après. Donc, cela va passer, le projet, en fait, l'impulsion qui a été donnée en 2020 va progressivement passer dans un stade plus constructif, plus facile à gérer, avec des circonstances extérieures un peu plus aidantes, un peu plus harmonieuses avec ce qu'on veut faire et du coup plus constructives. Donc voilà, jusqu'à l'été, jusqu'à mi-juin à peu près, va se former ce dernier carré, en sachant qu'entre-temps, et Saturne et Jupiter auront changé de signe. Donc vous voyez, nous aurons un changement qui va se faire par plusieurs étapes. Les planètes vont changer de signe, elles vont former un dernier carré pour passer dans une nouvelle phase. Donc d'ici le mois de juin, beaucoup de thèmes de votre vie vont peut-être juste s'épuiser et vous allez passer tout simplement à un nouveau chapitre avec des nouvelles priorités, ce qui est normal. Maintenant, ce qu'il faut retenir pour ce début d'année, c'est que non seulement les planètes lourdes changent de signe, non seulement elles forment leur premier carré pour la dernière fois, mais en plus, les influences principales se produisent très proches des moments forts énergétiquement forts de l'année, qui sont l'équinoxe du printemps et les solstices d'été. À l'équinoxe du printemps, premièrement, l'équinoxe du printemps sera un moment très puissant puisqu'il est pris en sandwich entre deux éclipses. Nous aurons peu d'éclipses cette année, mais voilà, elles tombent à des moments clés. Le premier de ces moments, c'est l'équinoxe du printemps. Et vous savez que l'équinoxe du printemps est parmi les facteurs astrologiques qui vont nous donner une idée globale pour l'année. Qu'est-ce qui va vraiment dominer l'année? Il y a le jour même de l'équinoxe du printemps et puis le jour de premier Nissan qui sont des moments vraiment très importants. Les deux moments coïncident avec des influences astrologiques puissantes. Donc je vais faire dans l'ordre et je vais vous dire un petit peu d'ici là qu'est-ce que nous allons avoir comme influence et puis pourquoi ces solstices et cet équinoxe vont être aussi importants. Donc premièrement, avant d'arriver à l'équinoxe du printemps et au printemps, la première chose que nous allons expérimenter, c'est la disparition héliaque, le coucher héliaque de Saturne. Saturne va se diriger vers une conjonction avec le Soleil et en approchant le Soleil, il va disparaître. Donc, c'est le début de la fin, quelque part, pour lui. Quand Saturne disparaît, les thèmes qu'il représente risquent de disparaître. Certains soucis, certains engagements, certaines charges lourdes peuvent disparaître. Des personnes âgées peuvent disparaître. Voilà, Saturne deviendra d'un coup peut-être moins virulent,
et va se préparer pour un nouveau programme. En fait, quand il va former sa conjonction avec le Soleil, il va recevoir comme un nouveau programme, c'est-à-dire de quelle manière et sur quel sujet il va devoir agir pendant l'année suivante. Et donc, il disparaît. Il disparaît le 17 février, en sachant que 7 jours avant et 7 jours après, il est très puissant, il est en phase. Et donc, il devient très puissant pendant ces moments-là. Il donne comme son dernier fruit, si vous voulez. Il est puissant pour une dernière fois concernant les sujets qui nous ont préoccupés durant cette année. Une fois que ce sera fait, et qu'il va se diriger vers sa conjonction avec le Soleil, il va en fait petit à petit se diriger vers ce nouveau programme et ces nouveaux thèmes. Et qu'est-ce qu'il va il va être en conjonction avec le Soleil le 11 mars, dans le 27e degré du Verseau sidéral. Et quand il va réapparaître, après, il va le faire dans le signe des Poissons. Je vais juste vérifier. Il va réapparaître en tant qu'étoile du matin, après sa conjonction avec le Soleil, le 14 mai, dans le signe des Poissons. Dans le signe de Poissons, au début des Poissons. Et vous allez voir à ce moment-là, il sera en conjonction avec Neptune. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore à son apparition. Nous sommes à sa conjonction avec le Soleil qui se produit le 11 mars. Et quelques jours seulement après, au mois de mars, nous avons une éclipse lunaire totale à la fin du signe du Lion. Après, nous avons l'équinoxe du printemps le 20 mars. Après, nous avons encore une éclipse solaire partielle le 29 mars. Et le 30 mars, nous avons premier Nissan. Donc, c'est une suite d'influences astrologiques qui est très rapprochée. En fait, non seulement c'est une période énergétiquement forte au niveau de la saison, puisque c'est le début du printemps, mais en plus, il y a deux éclipses, une lunaire, une solaire. En plus, nous avons Saturne qui se prépare à sortir de son opposition de sa conjonction avec le Soleil. Donc, tout cela s'accumule et nous promet un mois de mars très riche en événements. Très riche en événements. Alors, tout le mois qui va suivre, c'est-à-dire le mois d'avril, tout le mois lunaire en fait qui va suivre ces premiers instants du printemps, sera très riche en événements. Tout ce qui va se produire au mois d'avril aura des conséquences vraiment très très puissantes sur le monde et sur nos vies. C'est là que les choses changent. Et c'est là que les nouvelles cartes sont données, jetées. Voilà. En sachant que il y a une autre influence qui va se superposer à ce moment-là et sur laquelle je n'ai pas encore parlé. C'est un événement, cette fois-ci, qui est assez positif. Et c'est l'apparition de Vénus en tant qu'étoile du matin, le jour même ou genre deux jours après l'équinoxe du printemps. Je vais faire une petite parenthèse sur Vénus. Vénus en général représente l'amour, la beauté, l'harmonie, l'art en général, etc. Mais quand Vénus apparaît en tant qu'étoile du matin, ses attributs, ses significations peuvent être différentes.
Disons que le côté agréable, séduisant, confortable de Vénus est valable plutôt lors de sa phase nocturne, quand Vénus est une étoile du soir, comme elle l'est maintenant en ce moment. Vous pouvez observer Vénus dans le ciel du soir. Mais quand elle passe dans sa phase diurne, dans l'Antiquité, elle représentait Athéna, Pallas, une autre divinité en fait. Si elle était Aphrodite en tant qu'étoile du soir, elle devenait Athéna Pallas le matin. Ou si elle était Inanna d'Uruk, pour les Babyloniens, elle devenait Inanna d'Akkad, encore chez eux. Et elle avait vraiment une toute autre signification. Quand Vénus apparaît en tant qu'étoile du matin, elle prend les significations d'Athéna qui sont Athéna est en fait une guerrière, une stratège. Elle est extrêmement intelligente. C'est parmi les divinités les plus intelligentes. En fait, elle est porteuse de sagesse. Vous savez qu'elle sort directement de la tête de Zeus, c'est-à-dire elle est en lien avec l'intelligence divine. Donc, toutes ces qualités de Vénus vont vibrer dans la vie et vont se manifester dans la vie. Et quelque chose en lien avec une guerre, une défense aussi, la défense, la stratégie, l'ingéniosité, la sagesse pourrait se manifester. Elle pourrait se manifester dans la vie collective, mondiale, mais elle peut se manifester aussi dans nos horoscopes. Et pourquoi ce moment est si important? Puisqu'en fait, Vénus devient étoile du matin tous les 9 mois. Vous voyez, elle change de polarité tous les 9 mois. Et puis, elle apparaît au même endroit tous les 8 ans, etc., etc. Mais ce qui est spécifique cette fois-ci, c'est que dans son changement de polarité, Vénus ne disparaîtra pas. Toutes les planètes qui forment une conjonction avec le Soleil deviennent invisibles pour un petit instant, pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, certaines pour plusieurs mois. Il arrive très rarement que Vénus puisse être observée le soir en tant qu'étoile du soir et le lendemain matin, tout de suite, elle est déjà étoile du matin. Donc, elle ne disparaît jamais. C'est une phase qui est rarissime. Rarissime, elle arrive tous les 8 ans quand même. Elle a un cycle, cette phase-là. C'est la phase de la déesse Nike, qui est en fait un attribut d'Athéna. Elle signifie la victoire. La victoire. Donc, il y a une victoire à remporter là où Vénus illuminera votre horoscope. Donc, cette phase-là va se produire dans les poissons, dans le signe des poissons. Vénus est traditionnellement exaltée dans les poissons. Elle est puissante. Et cette phase-là arrive pile 2 jours après l'équinoxe du printemps. Donc, elle est vraiment extrêmement puissante. Vous voyez, les choses s'accumulent, les indications s'accumulent. De cette façon, la maison astrologique dans votre horoscope qui est occupée par les poissons deviendra vraiment super importante, cette maison-là. Et les thèmes de vie qu'elle signifie. Les thèmes de vie qu'elle signifie, et aussi la maison qu'occupe Jupiter dans votre thème, puisque les poissons sont gouvernés par Jupiter. Donc Jupiter devient très important dans le ciel en général, mais très important aussi dans votre propre horoscope de naissance. Ce Jupiter-là, il va
il va participer à cet événement qui sera d'ordre vraiment victorieux, une victoire. Alors, cette victoire-là, dans ce domaine-là, elle va par contre rencontrer certains blocages et elle va être mise à l'épreuve par Saturne. Pourquoi? Parce que Saturne, lui aussi, va un peu plus tard passer dans les poissons. Saturne va passer dans les poissons, il va former une conjonction avec Neptune, mais il va être également en conjonction avec cette Vénus-là qui représente la victoire, l'ingéniosité, l'intelligence, la stratégie. Cela veut dire que les deux principes vont œuvrer ensemble. L'un des principes qui crée des blocages, qui crée des retards, des épreuves, etc. Surtout au moment où Saturne va entrer dans les poissons. En fait, en entrant dans les poissons, il va montrer les thèmes sur lesquels il va nous bloquer. Il va nous demander à faire des efforts. Quand il va sortir des poissons, il y aura comme le fruit un petit peu de ce qu'il a fait dans ce signe, de ce que nous aurons fait dans ce signe, bien évidemment. Mais au début, quand une planète rentre dans un signe, elle présente surtout voilà, tu vas travailler sur ça, ça, ça et ça. Tu auras ça comme thème pendant 2 ans et demi. Et au même endroit, il y a cette Vénus de la victoire qui apparaît au moment de l'équinoxe du printemps et qui du coup donne un petit peu comme ça le thème de toute l'année, puisque toute l'année est conditionnée par ce qui arrive à l'équinoxe du printemps et un peu plus tard au premier Nissan. Qu'est-ce que c'est le premier Nissan? Tout simplement, nous allons prendre la première lunaison qui commence après l'équinoxe du printemps. Et dans cette nouvelle lunaison, nous allons guetter non pas le moment de la nouvelle lune où la lune est conjointe au soleil, mais nous allons guetter la première apparition visible du premier croissant lunaire visible à l'œil nu dans le ciel après la conjonction. Ça, c'est le premier Nissan. Ça, c'est vraiment le début de l'année énergétique, si vous voulez, du printemps, puisque nous avons non seulement la polarité entre la nuit et le jour qui a basculé en faveur du jour, et donc de tout ce qui est en lien avec la polarité masculine active, physique, même si vous voulez, du printemps. Mais aussi, on va inclure dans ce début de l'année le principe lunaire, avec ce premier croissant lunaire, la naissance du principe lunaire aussi. Donc, premier Nissan est également très important. Et qu'est-ce qui arrive le premier Nissan? En fait, la nouvelle lune dont le premier Nissan est issu est en effet une éclipse solaire. Donc, nous commençons premier Nissan déjà avec une éclipse solaire. Donc, cela nécessitera bien évidemment une vidéo à part, puisque je ne peux pas tout vous raconter maintenant. Mais cette éclipse va se produire dans le signe sidéral des poissons, dans le 14e degré des poissons. Cela veut dire que les personnes qui ont des planètes à cet endroit-là, pour elles, il y aura des grands événements. Et ces événements vont bénéficier de la présence de Vénus. Vénus participe à cette suite d'éclipses. Premièrement, l'éclipse lunaire qui a lieu le 14 mars, et puis l'éclipse solaire qui a lieu le 29 mars. Donc, pour résumer, vous pouvez vous attendre pour commencer l'année avec, oui, un certain succès, une certaine victoire qui est en lien avec les affaires de la maison,
qui correspond aux poissons, au signe des poissons dans votre horoscope. Et comme tout cela se passe en même temps que des éclipses, il y a un côté fatidique en fait, il y a un côté inévitable, quelque chose qui est écrit et qui pourrait aussi avoir des résultats négatifs. Alors pour les éclipses sont toujours considérées comme des influences négatives puisque elles représentent une occultation de la lumière, donc de la lumière divine, donc de ce que Dieu nous envoie pour comprendre, pour nous nourrir en fait de sagesse et d'énergie et de vertu et de tout ce qu'on veut. C'est par la lumière qu'il communique avec nous. Et quand cette lumière est obstruée, en effet, il y a comme des entités négatives, des esprits ou des démons ou des djinns, comme on disait comme on dit dans le monde arabe, des djinns, des esprits maléfiques qui peuvent descendre vers la terre par l'ombre en fait qui est créée par l'éclipse. Donc, quand une planète qui représente la guerre, la stratégie, la victoire, etc., comme Vénus dans son visage d'Athéna Pallas, est obstruée participe à une obstruction de lumière, bon, cela peut nous donner probablement, malheureusement, quelque chose en lien avec une guerre. Et c'est quelque chose que je n'ai pas interprété de la même manière dans cette vidéo dont je vous ai parlé, avec Patrice Bourriche et Valérie Lagriffoul et Marie Montbrun. Nous avons parlé d'autre chose pendant cette vidéo-là, plutôt du côté spirituel et messianique qui pourrait se mettre en place pendant le printemps. Je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Ici, je vous donne un autre aspect de cette influence. Elle pourrait représenter en effet des activités de guerre. Pour ma part, vu qu'il s'agit quand même d'Athéna et d'une certaine diplomatie et d'une certaine stratégie et d'une certaine sagesse et d'une certaine victoire, je pense que malgré tout, nous devons considérer ce début d'année comme, malgré tout, une possibilité de paix. Mais cette possibilité de paix devrait être en lien avec une stratégie très claire. Beaucoup d'intelligence doit être appliquée. Et probablement des actions militaires qui sont en lien avec cela. Mais quand je parle de guerre avec Athéna, il ne s'agit absolument pas d'une guerre nucléaire ou d'un massacre. C'est jamais le cas. En fait, c'est la guerre clémente quelque part avec Athéna Pallas. Donc, quand ce mois lunaire aura commencé avec premier Nissan et avec l'éclipse solaire, c'est le mois d'avril qui va suivre. Et au mois d'avril, qu'est-ce qui va se passer? Vénus sera en conjonction avec Saturne. Tous les deux, ils vont rentrer dans les poissons. Donc, Saturne rentre dans les poissons le 6 avril, à peine une semaine après le début de l'année énergétique avec premier Nissan. Autant dire que c'est en même temps, en fait. Autant dire que c'est en même temps et que Saturne va aller à ce même endroit pour créer là où Athéna voudra la victoire, là Saturne va mettre les barrières. Et donc, il y aura une espèce de rencontre comme ça qui va se passer entre ces deux planètes et qui va se produire
Au mois d'avril, ces deux planètes seront en conjonction dans le 3e degré des Poissons sidéral. Et au mois de mai, qu'est-ce qui va se passer? Deux choses importantes. La première, c'est que Saturne va devenir visible. C'est-à-dire que jusqu'ici, il était tranquille, invisible, pas trop virulent. Quand il va devenir visible, par contre, cela va marquer un temps fort saturnien. Donc, quelque chose en lien avec des problèmes, généralement. Voilà. C'est-à-dire que la maison astrologique qui abrite le signe des Poissons dans votre horoscope va voir l'apparition héliaque de Saturne dedans. Donc, ces mêmes thèmes vont subir maintenant une influence limitante de Saturne. Saturne va devenir visible dans le 4e degré des Poissons, en sidéral, le 14 mai pour la France. 7 jours avant et 7 jours après, il sera extrêmement fort. Donc, cela veut dire du 7 mai au 21 mai. En même temps que Saturne fait son apparition, Jupiter change de signe et rentre dans les Gémeaux, dans le signe des Gémeaux. Donc, nous avons une bascule énergétique. Vous voyez, quelque chose, ce seront des mois assez intenses en fait, avec beaucoup de factologie, beaucoup de vrais événements qui se produisent, des vrais changements. Et que représente cette apparition de Saturne dans les Poissons? Je vais vous faire une vidéo séparée pour la signification de Saturne dans les Poissons et pour sa conjonction avec Neptune, puisqu'il y a beaucoup à dire. Et ici, je ne veux pas que la vidéo devienne de 2 heures. Voilà. Mais malgré tout, Saturne dans les Poissons se trouve dans un signe de fin de cycle. Les Poissons, c'est la fin de la réalité matérielle. C'est par là que l'âme se libère. C'est par là que l'être humain peut trouver la réalité ultime, et cela peut passer des fois par des pertes dans le domaine matériel. Donc Saturne dans les Poissons pourrait œuvrer par exemple à l'acquisition d'un état de conscience modifié, mais par le biais d'une pratique assidue, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, par contre, il pourrait nous apporter une forme de folie, en fait. Une forme de folie. Très souvent aussi, il peut participer à une désillusion, puisque les Poissons sont en lien avec l'illusion. Et quand Neptune se trouve également à cet endroit et qui peut représenter l'illusion, nous pouvons, oui, faire face à une grande désillusion. Certaines personnes peuvent faire face à de la folie, une forme de folie. Si la Lune, par exemple, se trouve à cet endroit et que la personne n'est pas préparée pour cette... qu'elle n'a pas accès en fait à une pensée qui est au-delà du réel tangible. Vous voyez, c'est très personnel. Je ne peux pas schématiser pour tout le monde, mais voilà, il faut être vigilant et savoir que nous pouvons être en présence d'un éventail de conséquences de ces énergies-là. Donc les pires sont, oui, une forme d'abandon de la réalité, sous forme d'état de folie, une déstructuration, ou alors, pour ceux qui sont un peu plus préparés aux réalités subtiles,
peut-être le passage vers quelque chose de beaucoup plus, comment dire, spirituel, se mettre vraiment à honorer et à travailler en faveur de soit de la connaissance, soit de la méditation, soit de la religion, de la spiritualité, puisque les poissons sont en fait sous la maîtrise de Jupiter. Vous voyez, Jupiter gouverne les poissons et Jupiter signifie connaissance, foi. Donc ça, c'était sur le plan personnel plutôt. Au niveau du monde, cette apparition héliaque de Saturne est extrêmement puissante parce que elle se produit dans le 4e degré des poissons, alors que le degré où se produit l'équinoxe du printemps, le fameux point vernal, lui, il est dans le 5e degré des poissons, c'est-à-dire que c'est juste à côté. Et quand une planète se place là, à cet endroit-là de l'équinoxe du printemps, elle crée des événements qui concernent l'humanité, le destin de l'humanité, la culture même de l'humanité, le fond culturel le fond des idées même dans lequel baigne l'humanité. Et vous allez voir que non seulement Saturne apparaît à cet endroit-là, mais un peu plus tard, il crée une conjonction avec Neptune, pas loin de ce point-là. Et donc, c'est le signal qu'un événement majeur pour l'humanité va arriver. C'est une année majeure. C'est une année qui commence avec des éclipses, avec une phase spéciale de Vénus, avec une conjonction majeure entre deux planètes gigantesques sur le point vernal. Deux des planètes qui participent à cette conjonction sont soit exaltées, soit à trône, etc. C'est vraiment très, très chargé. Et je pense que c'est vraiment l'événement majeur de cette année. Nous en étions tous d'accord dans notre vidéo commune avec les collègues sidéralistes. C'est l'événement majeur de l'année, puisqu'il se produit à cet endroit-là et puisqu'il est rare. Maintenant, pour sa signification, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, les poissons sont en lien avec la religion, Neptune avec l'illusion, et Patrice Bourriche a évoqué l'autre jour dans la vidéo commune le côté messianique en fait de cette influence. Peut-être qu'un messie, un faux messie nous sera proposé, présenté. D'autant plus que Saturne, lui aussi, se trouve à cet endroit-là. Donc, quand nous aurons et Saturne et Neptune dans cet endroit-là des poissons, oui, il y a un côté, il y a le thème messianique qui un peu se réveillait, qui est le Messie, quelle est la religion commune, la religion unique de l'humanité. Est-ce qu'on va nous proposer une religion commune? Et est-ce que cette religion, de quoi elle aura l'air? Pour savoir de quoi elle aura l'air éventuellement, cette nouvelle religion, je pense qu'il faut puiser dans la signification du signe dans lequel elle se trouve et de la constellation dans laquelle elle se trouve. Dans les poissons, en fait, le signe des poissons représente deux poissons. Un qui se trouve au début entre les poissons et le Verseau, et l'autre qui se trouve entre les poissons et le bélier. Voilà, ils sont limitrophes tous les deux poissons, comme ça. Il englobe les deux signes de chaque côté. Donc là, cette conjonction en particulier va se produire dans le premier poisson. Le premier poisson
qui se trouve entre le Verseau et le signe des Poissons. Donc, que représente ce premier poisson? Il n'était pas un poisson pendant toute l'histoire de l'astrologie. En Mésopotamie, il représentait une hirondelle. Donc, il était en lien avec le monde mental, puisque toutes les créatures, en fait, qui portent des ailes sont en lien avec le monde mental, donc l'intelligence. Peut-être la fantaisie, peut-être le côté intellect, comment dire, réalité artificielle ou vraiment, oui, la fantaisie et l'illusion ou la réalité virtuelle. Il faut savoir qu'au-dessus des poissons se trouve également Pégase. Pégase, la constellation de Pégase, qui elle aussi représente une créature avec des ailes. Donc à nouveau, nous sommes en lien avec le monde mental, les idées qui sont très puissantes, l'élément air, contrairement à ce que nous connaissons des poissons, juste en lien avec l'élément eau. Ici, nous avons une influence qui se superpose, qui est en lien avec l'élément air. L'élément air, c'est quoi? Ce sont les communications, ce sont les pensées, les conceptions, etc. Et donc, ce premier poisson était en lien avec l'hirondelle, était représenté par une hirondelle en Mésopotamie. Mais plus tard, il a été représenté comme un ibis en Égypte. Et l'ibis, c'est l'animal symbole de Thoth. Thoth qui est en fait Hermès pour les Grecs. Ces lettres qui représentent la sagesse, qui a inventé l'écriture, les chiffres, les nombres, le langage, la grammaire, les calculs, et puis toute la connaissance, et puis toutes les correspondances entre les différents mondes, etc. En gros, Hermès, c'est le père de l'astrologie. C'est notre prof principal pour nous qui pratiquons l'astrologie. Il est également le dieu en lien avec tous les arts hermétiques, l'alchimie, la magie, toutes les sortes de divination, etc. Mais surtout, il est en lien avec tout simplement le mental. Avec Mercure aussi. Vous voyez, Hermès, il est en lien avec la planète Mercure. Donc, il s'agit d'intelligence. Intelligence. Et ce n'est pas pour rien qu'en fait, depuis quelque temps, depuis que les équinoxes du printemps se rapprochent de ce poisson-là, les moyens de communication se sont énormément développés, comme Internet, comme au départ le téléphone, puis la télé, puis Internet, puis maintenant nous abordons l'intelligence artificielle. Et moi je pense qu'en effet, l'intelligence artificielle pourrait être en lien avec ces événements du printemps et que ce côté messianique qui pourrait nous être proposé pourrait puiser inspiration dans l'intelligence artificielle et pourrait nous être proposé de cette façon-là. Mais parallèlement à ce faux messianisme-là, nous pouvons aussi expérimenter une stimulation de la foi authentique également. Il va falloir faire la preuve de discernement entre le vrai et le faux. Et quand Saturne se trouve dans ce signe, quand il participe à cette influence, en effet, Saturne, c'est la planète de l'authenticité. Il nous permettra, en effet, de faire cette différence entre le vrai et le faux. Donc, nous avons au printemps Neptune qui
qui représente l'illusion, Saturne qui représente la désillusion, et aussi Vénus dans son aspect d'Athéna Pallas, de la victoire, de la sagesse, qui se trouve au même endroit. Nous avons donc des protagonistes différents qui se rencontrent. Contrairement aux conjonctions dans l'astrologie moderne qui ont tendance à être considérées comme un tout, comme si elles formaient une espèce de tout, là non, nous avons des personnages en fait qui sont différents et qui communiquent entre eux, qui créent une histoire entre eux. Donc, toutes ces divinités que je vous ai évoquées sont là en même temps et communiquent ensemble. Dans ce mix, à nous de trouver le bon chemin en lien avec la connaissance, en lien avec la spiritualité. Il peut y avoir également des thématiques en lien avec les extraterrestres, la vie extraterrestre qui pourraient nous être présentées comme étant maléfiques mais qui ne le sont pas, par exemple, ou l'inverse, mais l'inverse m'étonnerait. Et donc, nous serons appelés à définir notre foi. Notre foi et l'emprise que nous avons avec la réalité. Vous voyez, il y a un côté un peu fantasmagorique aussi qui pourrait avoir lieu. Il pourrait y avoir en fait des idées complètement fantastiques qui arrivent et qui sont fausses. Voilà, il pourrait y avoir du faux. Et il pourrait y avoir du vrai aussi. Donc, voilà, discernement. Le discernement devrait être travaillé à ce moment-là. Et quand Saturne devient visible, qui naît symboliquement sur le point vernal, il va nous aider, en fait, dans ce questionnement sur le vrai et le faux. Puis, ça, c'est au niveau collectif. Après, dans l'horoscope personnel de chacun, il faut bien évidemment voir dans quelle maison astrologique cette influence se produit. Mais la maison astrologique qui abrite ces planètes sera énormément stimulée, ainsi que la maison où se trouve votre Jupiter, puisque Jupiter gouverne les poissons. Voilà. Donc, au mois de mai, ces influences déjà se stabilisent. Elles commencent au mois d'avril, fin mars, avril, mai. Au mois de mai également, Jupiter va changer de signe. Il va passer dans le signe sidéral des Gémeaux, mais il va tout de suite disparaître. C'est-à-dire que c'est une entrée très petite, fugace, et puis il disparaît parce qu'il se dirige vers sa conjonction avec le Soleil. Et son moment de plus grande puissance sera beaucoup plus tard. Là, quand Saturne apparaît alors que Jupiter disparaît en même temps, cela veut dire et que Jupiter gouverne les poissons. Vous voyez, Saturne apparaît dans les poissons. Jupiter gouverne les poissons mais disparaît. Cela veut dire qu'en fait, les thèmes des poissons sont affaiblis puisque leur maître est affaibli. Il meurt symboliquement. C'est comme si une ancienne foi meurt, des anciennes croyances meurent. Il peut y avoir un départ d'un pape, par exemple. Peut-être le pape, on va changer de pape. Peut-être que on va nous proposer, je sais pas, la Nouvelle Jérusalem ou un truc comme ça, je sais pas. Quelque chose dans ce genre se trame. Donc, quelque chose, des personnages de type jupitérien peuvent disparaître, des maîtres, des professeurs, des scientifiques ou alors des personnes qui sont dans une fonction religieuse, etc., ou des hommes politiques.
ou en lien avec la justice, etc. Il peut y avoir des procès qui sont engagés, puisque Jupiter est quand même sollicité, et une espèce de décomposition et de déstructuration peut résulter de ces influences combinées. Et au mois de juin, en fait, c'est là le mois charnière. Nous arrivons au mois de juin, en fait, déjà au solstice d'été. Vous voyez, plusieurs mois sont passés déjà depuis l'équinoxe du printemps. Nous arrivons déjà au solstice d'été. Aux alentours du solstice d'été, Jupiter est invisible. Il est en conjonction pile avec le Soleil, mais il est très puissant puisqu'il est exalté, comme je vous l'ai dit, dans l'astrologie sidérale antique. Et il a quand même quelques dignités. Il n'est pas complètement faible, c'est-à-dire que ce qui va... c'est là que le nouveau programme religieux sera donné. Et on ne va pas parler uniquement de religion, puisque Jupiter dans les Gémeaux est en lien aussi avec le commerce. Il est aussi en lien avec les communications. Donc, un sujet-là aussi pourrait être activé. Et en même temps que se produit cette influence-là, Saturne et Neptune ont leur conjonction exacte dont je vous ai parlé. Donc, en même temps qu'ils sont en conjonction exacte, pile au même temps, Jupiter et Saturne forment leur dernier carré. En fait, c'est leur premier carré, mais la dernière phase de leur premier carré. Donc, c'est un moment charnière. Vraiment un moment charnière. C'est comme si, au niveau collectif, on allait nous proposer là le nouveau programme, le nouvel ordre mondial ou je ne sais pas quoi. Il y a une bascule, il y a quelque chose qui se matérialise à ce moment-là, des nouvelles propositions. Donc, si, par exemple, il y a une paix qui est quand même faite en Ukraine ou dans d'autres points de guerre sur Terre, peut-être qu'après, c'est normal qu'il y ait des négociations et qu'un nouveau rapport des forces se met en place. Mais pour arriver à des nouvelles propositions réelles pour ce nouvel ordre, il va falloir attendre le mois de juillet, puisqu'au mois de juillet, Jupiter va apparaître. Il a formé sa conjonction avec le Soleil, après il a dépassé, puis le Soleil l'a dépassé, et puis il va s'éloigner du Soleil jusqu'au moment où il va être visible à l'œil nu. Il va apparaître en tant qu'étoile du matin pour la première fois le 16 juillet dans le 14e degré des Gémeaux sidéraux. Et avec cela, cette grande transformation va vraiment se mettre en place. À partir de là, Jupiter va passer une année entière dans le signe des Gémeaux sidéraux. Et donc, toutes les personnes qui ont Jupiter dans les Gémeaux vont bénéficier d'un retour de Jupiter. Et ce retour de Jupiter sera, malgré tout, il n'y aura pas autant d'entraves dans la prospérité, dans la chance et dans l'abondance que jusqu'à présent. Quelque chose d'un peu plus clément va se mettre en place et Jupiter va donner un peu plus de chance à partir de juillet. Voilà, puisque les aspects durs vont progressivement se défaire. Vous voyez, son aspect difficile avec Saturne va progressivement se défaire, va se transformer en un trigone dans les mois qui vont suivre.
Dans tout ce que je viens de vous dire, je n'ai pas parlé du système financier, puisque c'est un thème important. Il est probable, oui, que une crise financière ait lieu, car Vénus, malgré tout, qui participe à toutes ces influences dont je vous ai parlé, est un signifiant majeur de bien-être et du confort dans lequel nous pouvons vivre et de l'abondance dans une certaine mesure, en même temps que Jupiter, mais d'une manière un peu différente. Donc, des facteurs variés peuvent contribuer à l'aggravation d'une crise financière, malheureusement. Uranus va s'installer durablement dans le signe sidéral du Taureau. Et là-dedans, il va créer des grands changements pendant 7 ans. Pendant 7 ans, le temps de traverser de ce signe-là. Donc, c'est une influence à long terme. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Il va falloir guetter à quel moment il forme des aspects avec d'autres planètes, etc., etc. Mais c'est parmi les facteurs déstabilisants pour les finances en général. Et comme le taureau qu'il traverse est gouverné par Vénus, et que Vénus, de son côté, nous avons vu à quoi elle participe, à toutes ces influences dont je vous ai décrites, oui, il est probable qu'une crise financière aussi ait lieu. Mais ça, on le sait, c'est rien de, il n'y a rien de nouveau. Tout le monde se demande quand elle va arriver, cette crise, en fait. Mais pour être honnête, avec Uranus, il y aura forcément un changement en profondeur du système financier, tout comme il s'est produit après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir que Uranus a traversé le signe du Taureau pour la dernière fois de 1939 à 1946. C'est-à-dire que son passage a marqué la Deuxième Guerre mondiale avec tous les problèmes financiers, avec toute l'inflation qui a été due à la guerre, etc. Et puis avec la création du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, etc., etc. Le système financier a été complètement remanié après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous voyez, ceci ne s'est pas fait juste en une année. Cela s'est fait sur 7 ans. Le temps de durée de la guerre et des arrangements et des contrats qui étaient faits après la guerre et des institutions qui ont été créées. Je crois que même la sécurité sociale est créée à ce moment-là. Je ne suis pas sûre. Donc, quand Uranus traverse le taureau, oui, une modernisation du flux financier monétaire peut se produire avec peut-être l'argent digital, l'informatisation des transactions, etc., etc. Mais ça, c'est quelque chose qui est de fond, qui va arriver. Ça va avoir lieu de toute façon, qu'on le veuille ou non, ça aura lieu. Ça aura lieu. Le tout, c'est comment ces finances sont gérées et est-ce que dans cette nouvelle gouvernance mondiale, comment tout cela va s'organiser? Est-ce que, par exemple, les BRICS vont vraiment prendre le dessus? Est-ce que le dollar va vraiment perdre de sa suprématie? Est-ce que le monde, grâce aux BRICS, par exemple, passerait à une gestion financière plus équitable et plus respectueuse des différents pays et des différentes régulations dans chaque pays. Il est fort probable qu'au final, quelque chose d'un tel ordre arrive, puisque jusqu'à présent, le statu quo était différent.
Puisque dans le monde globaliste dans lequel nous vivons, nous vivons dans ce monde depuis des dizaines d'années. Donc c'est ce monde-là, c'est bien ce monde-là qui est en train de changer, c'est bien ce monde-là qui est en train d'être transformé. Donc il faut pas perdre la foi du tout. En fait, c'est pour notre bien que tout cela arrive, pour une distribution plus juste des ressources, etc., etc. Au final, je ne pense absolument pas que, comment dire, je ne pense absolument pas qu'il s'agit d'un changement dans comment dire, en direction des valeurs globalistes, puisque ce ne serait pas un changement. Nous vivons dedans depuis des lustres. Une transformation de ce monde-là globaliste est en train de se produire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et que s'il y a des changements financiers qui arrivent, ils seront forcément bienvenus, en fait. Bienvenus. Donc Jupiter comme signifiant principal de la richesse, de l'abondance, des finances, etc., qui traverse les Gémeaux, il sera en lien avec les systèmes de communication, mais les systèmes d'échange aussi d'argent, le commerce, etc. Jupiter va œuvrer pour la prospérité à travers des moyens de communication. Et il sera petit à petit libéré de l'influence stagnante de Saturne. Donc, ceci sera valable également sur le plan personnel pour beaucoup parmi nous. Pendant toute cette période, que va faire Mars? Mars, on l'a complètement oublié. Mars sera important durant cette période parce que tout simplement, nous vivons dans une époque globale qui est sous l'influence de Mars, puisque le point vernal, ou le point où se trouve l'équinoxe du printemps, le Soleil se trouve à l'équinoxe du printemps, se trouve dans la dodécatémorie de Mars. Ça aussi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, pendant à peu près 150 ans, nous traversons une période sous l'égide de Mars, et donc de la guerre, des changements brusques, de l'instabilité, des conflits, etc., etc. Donc Mars reste toujours une planète à surveiller, et surtout si on parle de guerre, etc. Mars est en train de baisser sa luminosité en ce moment. Il a des cycles de luminosité sur 15 ans, où tous les 7 ans, il arrive au plus bas, puis il remonte jusqu'au plus haut de sa brillance. Et donc, quand il est très brillant, il peut provoquer de très gros problèmes mondiaux. Là, en l'occurrence, il a été au sommet de sa brillance en 2019 quand nous avons commencé à expérimenter le Covid. Donc, depuis, il baisse de sa virulence, il baisse de sa brillance. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de conflit dans le monde, mais si on les met à l'échelle planétaire de ce qui s'est passé juste avant avec la crise Covid, c'est peut-être une descente de sa virulence en douceur. Après, on ne peut pas se baser que sur ce critère-là pour juger s'il y aura une guerre importante ou pas, puisque plusieurs guerres sont arrivées avec un Mars invisible, un Mars qui n'est pas du tout fort, etc. Mais malgré tout, je vous le dis pour apporter un petit peu de relativité, voilà, par rapport à ce que nous avons vécu dans ces dernières années. Au niveau de la guerre, je vous répète,
Ce qui pourrait éventuellement créer un souci, c'est cette Vénus en forme d'Athéna Pallas qui apparaît au moment de l'équinoxe du printemps. Et qui pourrait, à mon avis, c'est plutôt un bon signe, plutôt un bon signe. Mais le fond conflictuel reste des actes de terrorisme. Nous sommes témoins tous les jours d'une horreur quelque part dans le monde. Nous assistons à cette horreur. Peut-être que tout cela existait bel et bien avant, mais maintenant nous le regardons comme spectateurs. Nous sommes vraiment informés instantanément de tout ça. Et nous vivons, oui, dans un climat de stress de cette façon-là. Donc le fond martial est là. Il est bien là et il restera. Bon, voilà. Après le mois de juillet, passons au mois d'août. Le mois d'août présente quelques configurations stressantes, mais rien de bien grave, rien de très marquant. C'est un mois plutôt tranquille. Les choses se sont mises en place et tout suit son cours. Au mois de septembre, nous avons deux éclipses. Une qui est lunaire, une éclipse lunaire totale le 21, dans le 21e degré du Verseau sidéral. Elle aura lieu le 7 septembre. Et puis une éclipse solaire partielle dans le 4e degré de la Vierge sidérale. Elle aura lieu le 21 septembre. Ce qui est intéressant avec cette dernière éclipse, c'est que juste le lendemain, va avoir lieu l'équinoxe d'automne. Et donc, cela donne à cette éclipse, encore une fois, beaucoup de puissance. Donc, le signe de la Vierge sera stimulé et donc toutes les thématiques qui sont en lien avec la planète Mercure, communication, apprentissage, langues étrangères, tout ce qu'on fait avec les mains, etc., etc., les déplacements, les voyages, les traductions, l'enseignement, les calculs, les chiffres, les nombres, etc., etc. Ceci est à surveiller surtout sur le plan personnel pour vous, pour voir où se trouve la Vierge dans votre horoscope et dans quel domaine de vie en fait vous aurez des événements majeurs qui vont se produire. Autrement, au niveau mondial, cette éclipse ne coïncide pas avec d'autres grandes conjonctions ou d'autres grands événements majeurs. Je n'ai pas encore fait le thème même de l'éclipse, mais je vois qu'il n'y a pas de levée iliaque ou de choses comme ça qui auront lieu. Au mois d'octobre, je n'ai rien signalé non plus. Novembre, décembre, vous voyez, la deuxième partie de l'année en fait est beaucoup plus calme par rapport à ce qui se produit entre mars et juin. En fait, c'est quelques mois. Le reste est beaucoup moins riche en événements ou en événements marquants en tout cas. En décembre, on peut juste signaler que Vénus va devenir invisible, elle va terminer sa phase de visibilité en tant qu'étoile du matin et donc elle va disparaître le 5 décembre à 18 degrés, à 10 degrés du Scorpion au moment de la pleine lune. Voilà, donc cela veut dire que vers la fin de l'année, les personnes qui sont du signe du Scorpion ou qui ont des planètes dans le signe du Scorpion vont vivre des difficultés en lien avec l'amour probablement, ou alors vont traverser une crise qui est en lien avec cette planète et tout ce qu'elle signifie.
Voilà, donc maintenant, j'aimerais juste euh, vous dire une dernière chose par rapport à cette année. Il y a un point très positif à tout cela que je vous ai gardé pour la fin. Il est en lien avec l'astrologie, il est en lien avec la connaissance. Parce que toutes ces influences qui vont se produire dans les poissons, avec Saturne, Neptune et Vénus en tant que Athéna Pallas, qui seront en conjonction, proches du point vernal, aux alentours de l'équinoxe du printemps, des éclipses solaires et lunaires, etc. Tout cela est en lien avec Jupiter, puisque Jupiter gouverne les poissons, et en lien avec Hermès, puisque je vous ai dit que le premier poisson est en lien avec Hermès. Cela veut dire que ces planètes vont contribuer très probablement à la propagation de l'ancienne sagesse, l'antique tradition, puisque Vénus et Saturne, quand ils sont ensemble, ils marquent les étoiles de l'astrologie. Traditionnellement, les étoiles qui donnent des astrologues sont sous l'influence de Vénus et de Saturne. Donc, quand ces deux planètes sont ensemble, quand ces deux planètes sont en lien entre elles dans votre horoscope, elles indiquent que vous pourriez aimer la sagesse et l'astrologie antique, puisque Saturne a un lien avec le passé, avec l'Antiquité, avec l'histoire, avec les sciences exactes, etc., etc. Et quand ces deux planètes se trouvent dans cette configuration, dans la constellation d'Hermès et dans le signe de Jupiter, cela nous indique un moment très très fort pour les arts hermétiques, pour la sagesse d'Hermès, pour tous les arts divinatoires, mais l'astrologie en particulier. Je pense qu'une très belle année nous attend au niveau de ces connaissances qui seront propagées, qui seront sorties de l'oubli, qui seront présentées au grand public. Et je suis vraiment très heureuse que par une forme de synchronicité et par la force juste des choses, je vais vous proposer des formations pile à ce moment-là. Cela se fait vraiment par la force des choses, j'en suis ravie. Euh, donc j'attends une très grande année pour l'astrologie. Une année dans laquelle probablement l'université astrologique dans laquelle je travaille va devenir vraiment aura plus de poids, sera plus connue, etc. Et où la connaissance va vraiment partir et se propager. Les choses dont nous avons été privés pendant longtemps, vont finalement sortir. Et c'est une excellente nouvelle. Donc ça, c'est vraiment un point très très important au niveau de l'astrologie elle-même. Pour terminer, je vais vous montrer quelque chose. Là où je regarde tout le temps mes notes, je vais vous montrer ce que je regarde. J'ai créé un calendrier des influences dans le zodiaque sidéral. Regardez, j'attends que ça se mette au point. Là, par exemple, c'est le mois de janvier. Voilà, vous pouvez tout noter. Je vous le mets plus près, que vous puissiez voir le mois de janvier. J'ai fait ainsi toute l'année. Je vais le mettre en vente pour un petit prix qui sera abordable. Et je vais vous le signaler bientôt dans un petit short ou dans un, dans une vidéo séparée pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment vous pouvez vous le procurer. Mais en tout cas, j'espère que ce calendrier va juste vous aider à entrer vous aussi dans ce monde de l'astrologie sidérale de manière un peu plus armée, c'est-à-dire que vous ne serez pas obligé d'aller chercher des logiciels très chers
d'apprendre des choses compliquées, vous aurez la possibilité très simplement d'observer le déplacement des planètes tout le long de l'année. Voilà. Il y a certainement encore beaucoup de choses à dire, mais la vidéo est déjà assez longue. Je vous remercie pour votre attention. D'autres vidéos vont suivre. Je vous attends pour la formation. Je vous attends avec vos questions. Merci pour votre patience. Je ne réponds pas toujours de suite, mais j'essaye malgré tout. Soyez en bonne santé, soyez heureux, soyez énergiques pendant cette année. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre attention.